Depuis la création du Soleil, les collisions ont joué un rôle essentiel dans le développement de notre système solaire. La Terre a été bombardée par des astéroïdes et des comètes aux effets dévastateurs, modifiant parfois le cours de notre évolution. Mais se pourrait-il que ce qui a porté la vie puisse la reprendre? À la recherche de traces du passé, les scientifiques parcourent le monde. Pour surveiller le présent, ils construisent des télescopes. Et pour préserver l'avenir de la Terre, doivent-ils aujourd'hui mener une bataille contre ces corps célestes? La chose arriva par l'ouest de la Chine. Elle plongea dans l'atmosphère à environ 70 000 km/h. Dans un vrombissement assourdissant, cette boule de feu descendit vers la Sibérie et explosa. C'était le matin du 30 juillet 1908, dans la région de Tunguska. Le bruit se fit entendre à plus de 1000 km. Les secousses dues à l'explosion sont relevées à 900 km au sud, à Irkoutsk, 45 minutes plus tard. Traversant l'Europe à la vitesse du son, l'onde de choc atteint Petrograd en 2 heures. Il est alors 2h30 du matin. Continuant son chemin, elle est enregistrée par toutes les stations météorologiques européennes. Elle arrive à Londres à 5h20, 4 heures après l'explosion. À Paris, la nuit suivante, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à dormir, en raison d'une lumière étrange et inquiétante dans le ciel. Les journaux relatent les extraordinaires soirées des 1er et 2 août. Même aux alentours de minuit, on pouvait lire confortablement, sans recours à la lumière artificielle. En direction du nord-est, le ciel avait une délicieuse couleur saumon. L'explosion de la Tunguska, en fait, serait équivalent à peu près à l'explosion de 2000 bombes d'Hiroshima. Donc 2000 bombes d'Hiroshima, vous vous rendez compte avec tous les effets, hormis la radioactivité que cela peut introduire. Et si cette explosion avait eu lieu au-dessus de l'Europe, dans des zones habitées, on estime à peu près à 500 000 morts le nombre de morts dus à cette explosion. À Tunguska, une redoutable pluie noire se mit à tomber. Les habitants terrorisés crurent à un signe envoyé par le dieu du feu, Ogdi. 19 ans passèrent avant qu'une expédition partie de Petrograd n'arrive à Tunguska. L'opinion publique était captivée par cette expédition et curieuse de connaître les causes de l'énorme explosion. Leonid Kulik dirigeait cette mission. Au printemps 1927, il quitte Petrograd par le train, destination la Sibérie. Après Kansk, l'équipe voyage pendant 20 jours avant d'atteindre Vanavara. Après maintes difficultés, il trouve des porteurs n'ayant pas peur de défier le dieu Ogdi. Leonid Kulik, ici assis à gauche, est prêt pour la mission de sa vie. Vanavara est avant Tunguska, le dernier lieu où il est possible de se ravitailler avant un voyage difficile et dangereux. On construit des bateaux spécialement adaptés aux fleuves tumultueux. Après la fonte des neiges, l'expédition s'engage dans les plaines glacées de la Sibérie. Mais le voyage est encore plus dur que prévu. Kulik et ses assistants sont bientôt usés par les maladies et le manque de vivres.
Rapidement, il devient impossible de naviguer sur le fleuve. On échange alors les bateaux contre des bêtes de somme. Après 3 semaines, le scientifique russe est enfin récompensé au-delà même de ses espérances. Pour la première fois, il est face aux traces de l'explosion. Dans ses carnets, il écrit « Depuis notre lieu d'observation, on ne voit aucune trace de la forêt, car tout a été dévasté et brûlé. C'est très troublant de voir ces arbres géants disséminés comme des brindilles. » Plus de 400 000 hectares de forêt étaient couchés. Kulik a rapidement la certitude d'être face à l'œuvre d'un corps céleste. L'expédition dresse son camp près d'un marécage qu'il pense être l'épicentre de l'explosion. L'équipe se met au travail et mesure l'étendue des dégâts. Les conditions sont épouvantables. Des nuages de moustiques les tourmentent nuit et jour. Là où il pensait trouver un cratère, Kulik découvre une forêt très étrange où les arbres se dressent hauts et droits, carbonisés et sans branches, comme des poteaux télégraphiques. Kulik fouilla pendant 1 mois, avant que ses provisions ne s'épuisent. Il dragua l'étang, mais ne trouva aucune preuve de l'existence d'une météorite. Tunguska demeurait un mystère, et Kulik, déçu, retourna à Petrograd. Au début du XXe siècle, les hommes avaient encore à progresser dans leur quête pour la connaissance de l'univers. Avant le XVIIe siècle, les comètes étaient considérées comme des présages le plus souvent néfastes. À la fin du XVIIIe siècle, les astronomes avaient déterminé la position des planètes. Mais la zone entre Mars et Jupiter les intriguait. Ils comprirent plus tard que cet espace vide était en fait occupé par une ceinture d'astéroïdes. Ces milliards de formations rocheuses sont de toute taille et de toute forme. Depuis le galet jusqu'à la petite planète de près de 1000 km de diamètre. Les comètes sont très semblables aux astéroïdes, mais ces gros morceaux de glace et de poussière ont leur origine au-delà du système solaire. Quand leur orbite passe à proximité du Soleil, l'eau vaporisée crée la queue des comètes. La plupart du temps, les astéroïdes et les comètes restent sagement sur leur orbite respective à des millions de kilomètres de la Terre. Mais parfois, elles se percutent entre elles, donnant naissance à des météorites qui peuvent dangereusement dévier vers la Terre. En 1945, une nouvelle arme terrifiante apporte le premier indice sérieux pour comprendre l'énigme de Tunguska. Hiroshima. Toutes les constructions dans un rayon de 2 km sont détruites. La bombe atomique américaine explose en altitude. À la verticale de l'explosion, un bâtiment et des arbres ont été préservés, alors que partout ailleurs, tout a été soufflé, comme irradié. La ressemblance avec Tunguska est troublante. Les scientifiques russes simulent une explosion nucléaire sur une maquette de Tunguska. Cela produira-t-il un mode de destruction similaire ? L'expérience laisse peu de doute. Se pourrait-il qu'un corps céleste ait pu exploser en haute altitude, ne laissant aucune trace que Kulik puisse trouver ?
Malheureusement, il ne le sut jamais. Le scientifique russe mourut pendant la Seconde Guerre mondiale. Professeur à l'université de Bologne, Romano Serra a participé à 3 expéditions vers Tunguska. Ce physicien a passé 15 ans à étudier le site afin de déterminer avec précision quel objet a bien pu exploser ce matin de juillet 1908. En collaboration avec les scientifiques russes, les expéditions italiennes débutèrent en 1991, conduites par le professeur Longo de l'université de Bologne. Leur mission était de prélever des échantillons de résine des sapins qui avaient survécu à l'explosion. Dans un rayon de 8 km, ils ont sélectionné 6 sapins qui avaient survécu à l'explosion. Ils prirent des échantillons au cœur de ces arbres, mais aussi d'autres arbres situés à l'extérieur de cette zone, afin de comparer les résultats. Puis, ils extraillèrent le bois et la résine autour des branches mortes d'arbres datant d'avant 1908, dans l'espoir que des particules du corps céleste aient été emprisonnées dans la résine. Durant les 10 années qui suivirent, les équipes italiennes et russes organisèrent 2 autres expéditions et collectèrent plus de 7000 échantillons. De retour à Bologne, Romano Serra reconstitua l'histoire d'un arbre en analysant sa tranche. Ici, nous voyons la coupe d'un arbre qui a survécu à de grandes catastrophes. Il vivait à côté de l'épicentre de l'explosion, dans une zone assez marécageuse, où il n'y avait pas de grande compétition pour vivre. Les arbres étaient assez épars. À ce moment, les anneaux sont assez grands. Puis nous voyons, en avançant dans le temps, à l'année 1908 exactement, une anomalie de croissance qui se voit parfaitement bien. Cette anomalie, étudiée au microscope, se compose d'une déformation des canaux et des fibres trachéides. Signe que la plante a beaucoup souffert, mais est repartie. Puis le professeur Serra analysa la résine. Il trouva des particules métalliques de forme sphérique et à l'aspect poli indiquant une exposition à des températures très élevées. Qu'en conclut-il ? Qu'elle venait d'un corps rocheux céleste qui avait explosé en altitude avec la puissance d'une bombe atomique. La pression et l'échauffement dû à son entrée dans les couches basses de l'atmosphère particulièrement dense en étaient la cause. D'après la disposition des arbres abattus, il est évident que l'objet a explosé à 6 ou 8 km de hauteur, donc en altitude. Mais de là à dire qu'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde à basse densité, l'une et l'autre sont plus ou moins équivalents, c'est la même idée. D'après moi, le doute ne sera jamais levé, je le répète, entre un astéroïde friable et une comète. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis la première visite de Kulik à Tunguska, durant lesquelles le site a été l'objet de 29 missions russes et internationales. Mais ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le mystère de Tunguska fut percé. Enfin, presque. En fait, cela souligne combien nous en savions peu sur les astéroïdes et les comètes. Prenons par exemple la Lune. « 1969, mission Apollo 11. 3 astronautes américains s'apprêtent à entrer dans l'histoire.
Jusqu'à la fin des années 50, la grande majorité des scientifiques croyaient que les cratères lunaires étaient le résultat d'une activité volcanique. La vérité était bien plus intéressante. Le programme Apollo révéla clairement que ces traces avaient les mêmes formes que des cratères d'impact ou d'explosions nucléaires. Ce sont des empreintes de météorites, le résultat de milliards d'années de bombardements. Notre plus proche voisine est un livre ouvert sur 3 milliards d'années d'histoire. La Lune n'est pas plus malchanceuse que notre Terre. En fait, simplement, elle garde la mémoire des impacts. Nous, sur la Terre, nous avons 2 tiers d'eau. Donc quand un objet tombe dans l'eau, s'il est tout petit, il fait plouf, mais il n'y a pas de trace d'impact. S'il est gros, ça fera un raz-de-marée. Mais en tous les cas, il n'y a pas de trace d'impact. De la même manière, nous avons les vents, l'érosion, la tectonique des plaques. Tous ces événements ont tendance à faire effacer les traces d'impact durant l'histoire de notre Terre. Deuxième protection, l'atmosphère, puisque, vous l'avez vu pour la Tunguska, tous les ans, nous avons des impacts de l'ordre d'une bombe d'Hiroshima par an dans l'atmosphère. Ça reste dans l'atmosphère, ça ne tombe pas sur Terre. Puisque la Lune, qui n'a pas d'atmosphère, elle reçoit tout. Mais en termes de fréquence d'impact, en termes de nombre de projectiles, nous avons l'équivalent sur Terre et sur la Lune. Simplement, mieux vaut habiter sur la Terre, nous sommes protégés. La bonne nouvelle, c'est que l'atmosphère est un bouclier efficace contre ces bombardements mortels. La mauvaise, cela ne marche pas toujours. Un énorme trou de 1,2 km de diamètre dans le désert d'Arizona. D'abord, les scientifiques avaient cru que ce cratère était un ancien volcan, car seule une météorite gigantesque aurait pu laisser un tel cratère. Malgré les recherches, personne n'avait pu en trouver la trace. Dan Durda est un des scientifiques qui étudie les cratères d'impact. Regardez cette roche ici. Elle ne mesure pas plus de 10 mètres de haut. Maintenant, imaginez un rocher 4 ou 5 fois plus gros, ce qui n'est encore pas si énorme, et pourtant ce rocher causerait ce gros trou. Comment un rocher de la taille d'un petit immeuble peut-il créer un si gros cratère? Et puis totalement disparaître. Pour le spécialiste des impacts d'astéroïdes, qu'est le professeur Durda, la réponse est fondamentale pour comprendre l'incroyable puissance destructrice des météorites. L'impact fait par un astéroïde ou une comète creuse un cratère qui est bien plus grand que l'impacteur. Les comètes et les astéroïdes ne se contentent pas de tomber sur Terre. Ils provoquent un impact à très haute vitesse. Le cratère qui en résulte peut être 10, 15, même 20 fois plus gros que le projectile. Ici, vous voyez le projectile qu'on a tiré et le trou est 10 voire 15 fois plus grand. Le projectile qui forma le cratère Barringer est une météorite de nickel et de fer qui s'écrasa à 70 000 km/h. C'est cette vitesse qui a provoqué une explosion bien plus puissante que celle d'une bombe nucléaire. Je trouve que les recherches ici sont vraiment fascinantes, car cet endroit est comme une machine à remonter le temps qui nous reconduit plus de 4 milliards d'années plus tôt, quand la Terre était encore en phase de croissance et d'accrétion grâce aux impacts des astéroïdes et des comètes. Notre Soleil naquit d'une nébuleuse de gaz et de poussière qui explosa il y a 5 milliards d'années. La nébuleuse forma un anneau circulaire qui se refroidit peu à peu. De minuscules morceaux de pierre, de métal et de glace se condensèrent autour du gaz et s'agrégèrent. Tournant à l'intérieur de l'anneau, ils fusionnèrent et formèrent des pierres, puis des cailloux,
puis de petits astéroïdes. Ce fut le début du processus d'accrétion. C'est ainsi que commença ce que les scientifiques appellent l'ère des grands bombardements. La Terre subit un bombardement effréné d'astéroïdes et de comètes pendant les 500 000 premières années de son existence. Les impacts d'astéroïdes et de comètes ont joué un rôle déterminant dans l'origine et l'évolution de la vie sur Terre. Tout au début de l'histoire de notre planète, les comètes et les astéroïdes ont semé sur la Terre les matériaux bruts nécessaires à la vie, l'eau et des composés organiques qui contiennent du carbone. Quand la matière de la nébuleuse solaire interne fut consommée, cette ère violente prit fin et la vie put se manifester. Environ 100 millions d'années après la formation du Soleil, 9 planètes totalement formées ont émergé, sur des orbites stables. Mais les objets qui n'ont pas subi d'accrétion ont gardé en eux la composition chimique de la nébuleuse originelle. C'est pourquoi les plus anciennes astéroïdes et comètes détiennent des informations sur les origines de notre système solaire. Des fragments d'astéroïdes et de comètes tombent toujours régulièrement sur la Terre. On les appelle les météorites. Sur Terre, la plupart de leurs traces sont masquées. Néanmoins, pas moins de 160 cratères ont été identifiés. Comme les météorites sont la seule source d'informations sur l'origine de notre histoire, les scientifiques sont prêts à courir le monde à leur recherche. Voici une autre expédition italienne conduite par le professeur Romano Serra. Il avait repéré ce qui ressemblait bien à 4 cratères d'impact sur une image satellite du sud-ouest de l'Algérie. C'était trop tentant. Avec les scientifiques Maurizio Serrazzanetti et Mario Di Martino, l'équipe arrive sur le premier site. C'est une dépression, mais est-ce pour autant un ancien site d'impact ? De toute évidence, c'est dans les déserts qu'on peut trouver le plus facilement des météorites. La sécheresse les a préservés de l'érosion. Enfin, un échantillon qui, d'après Mario Di Martino, contiendrait ce que les géologues appellent du quartz choqué. C'est un indice d'impact certain. Maybe this is a smoking gun, Romano. Yes, it For is. the impact. I hope to see this rock in my microscope Yeah. for to see the shock in the crystal. Yeah. Pour tester les composants métalliques, l'équipe prélève des échantillons de poussière. Bello questo qui, eh? E se fosse silica? Eh? Se fosse? Un vent mauvais apporte de mauvaises nouvelles, dit-on dans la région. Le deuxième site d'impact repéré est proche de la frontière mauritanienne et les autorités leur refusent le passage. L'équipe consulte les cartes satellites afin de trouver un autre passage. Après 3 nouvelles journées de recherche, ils n'ont trouvé que quelques échantillons de météorites, mais n'ont pu identifier aucun cratère d'impact. Dépitée et fatiguée, l'équipe arrive alors face à une petite forteresse dans le désert
qui renferme un trésor inattendu. Avec le temps, les Sahraouis ont récolté une magnifique collection de météorites. L'équipe est ravie de proposer son expertise. Ces météorites peuvent sembler insignifiantes, mais il est bon de se souvenir qu'elles sont les petites sœurs des corps cosmiques qui ont dans le passé dévasté la Terre. Et les scientifiques italiens savent que la question n'est pas si, mais quand cela va se reproduire. Alors, la fréquence des collisions de corps célestes avec la Terre dépend en gros du diamètre de l'objet. Heureusement pour nous, plus les objets sont gros, moins ils tombent fréquemment. Cela dit, on estime en moyenne qu'un objet de 1 km de diamètre tombe tous les 500 000 ans et un objet de 100 mètres en gros tous les 1000 ans. Alors maintenant, est-ce que ça doit nous effrayer ? Ça peut nous effrayer parce qu'il y a encore quelques inconnus dans l'histoire. Cela dit, sur notre échelle de temps, je pense qu'on peut être rassuré. En revanche, il est clair que sur l'échelle de temps qui reste au Soleil à consumer son énergie, on aura des impacts majeurs qui probablement continueront à faire disparaître des espèces vivantes comme ça a été le cas dans le passé. Depuis 1980, les scientifiques avaient découvert les indices d'un impact majeur survenu il y a 65 millions d'années. Ici, à Longs Canyon, au Colorado, l'indice est encastré dans la falaise. C'est une couche d'argile contenant un taux anormalement élevé d'iridium. Un métal rare à la surface de la Terre, mais abondant dans les astéroïdes et les comètes. Cette couche, la limite KT qu'on trouve partout dans le monde, sépare les sédiments qui se sont déposés pendant la période des Crétacés, l'ère des dinosaures, de ceux de la période dite tertiaire, l'ère des mammifères dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette fine couche est une terrifiante preuve visuelle de l'impact d'un corps cosmique tombé il y a 65 millions d'années. Cet impact est responsable de l'extinction des dinosaures et de la disparition de 75% des plantes et des animaux. Les scientifiques ont cherché sur Terre un important cratère d'impact vieux de 65 millions d'années. Effet incroyable, ils le trouvèrent, au Mexique. C'était un cratère immergé de 180 km de diamètre. Pour creuser un trou pareil, il a fallu un corps céleste d'au moins 10 km de diamètre. Les particules de poussière soulevées par l'explosion se seraient élevées au-dessus de l'atmosphère, auraient enveloppé la Terre et seraient retombées en pluie à travers l'atmosphère tout autour de la planète. Ces débris chauffés à blanc engendrèrent des températures anormalement élevées. La végétation s'enflamma spontanément et les feux de forêt créèrent un holocauste. D'énormes tempêtes balayèrent la Terre. La lumière du Soleil fut obstruée par la poussière. Un hiver nucléaire commença. Durant les millénaires suivants, le dioxyde de carbone relâché par les sédiments issus du cratère engendrèrent un réchauffement global. Au bout du compte, 75% de la vie sur Terre fut éradiquée, dont les dinosaures. Un impact avec un énorme souffle, des feux, un réchauffement, la destruction de la couche d'ozone. L'impact qui s'est produit il y a 65 millions d'années a causé toutes les catastrophes environnementales qu'on puisse imaginer, toutes en même temps. Mais l'impact d'un astéroïde est une catastrophe environnementale que nous pouvons prévenir. Les dinosaures ont disparu car il n'y avait pas de programme spatial. En 1990, la navette spatiale Discovery mit le télescope Hubble en orbite à 600 km au-dessus de la Terre. L'un des premiers grands succès d'Hubble fut d'observer un événement qui concrétisa les dangers des corps célestes comme jamais auparavant. Cette histoire commence à 530 millions de kilomètres d'ici,
sur la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter. Durant la nuit du 18 juillet 1994, les astronomes italiens Serrazzanetti, Lupi et Serret ont été les témoins d'un événement qui marqua l'histoire de l'astronomie. Magnifique mais terrifiant en même temps. Je n'aurais jamais cru pouvoir assister à un tel événement. À la nuit tombante, Maurizio Serrazzanetti arriva le premier à l'observatoire de l'Université de Bologne. Ce que Maurizio et ses collègues allaient voir dépassait de loin les rêves les plus fous de tout astronome. Une comète appelée Shoemaker-Levy 9 avait été attirée par l'immense force de gravité de Jupiter et réduite en morceaux. Et maintenant, ces fragments, certains de quelques kilomètres de diamètre, fonçaient droit sur Jupiter. C'était la première fois que des hommes allaient observer un tel phénomène. Malheureusement, l'impact était prévu sur la face cachée de Jupiter. À leur grande surprise, les Italiens ravis découvrirent les effets des impacts. Ils étaient exceptionnels. 2 ans auparavant, la comète Shoemaker-Levy 9 avait tout l'air d'une comète normale. Quand son orbite elliptique la fit se rapprocher de Jupiter, la force d'attraction de la planète géante l'attira vers elle. Shoemaker-Levy explosa. En février 1994, le télescope Hubble enregistra ces images. On y voyait comme un rang de perles dans le ciel, ou bien comme un train cosmique affrété pour une course folle vers le choc le plus énorme du système solaire. Jupiter est une planète énorme. Un géant de glace de 317 fois la masse de la Terre, avec 16 lunes en orbite autour de lui. Nous ne savons pas ce qui se trouve exactement derrière la noire atmosphère de Jupiter. Ce que nous savons, c'est que la tranquille sérénité de cette reine des planètes allait être ébranlée. Les fragments de la comète pénétrèrent l'atmosphère de Jupiter à 216 000 km/h. Chaque fragment provoqua une explosion équivalente à plusieurs armes nucléaires. D'énormes boules de feu s'élevèrent dans l'atmosphère. Les impacts laissèrent des cicatrices 2 à 3 fois plus grosses que la Terre. Si un des morceaux de la comète avait rencontré la Terre, cela aurait provoqué un désastre mondial. Les gens se sont convaincus qu'effectivement c'était quelque chose qui pouvait arriver même sur Terre. Et c'est ainsi que de nombreux gouvernements ont ensuite pris des résolutions, en commençant par l'Union européenne en 1996, qui a produit cette résolution 1080 qui décide d'étudier le risque d'impact, considère le risque d'impact comme un risque pour l'environnement sérieux. Et puis ensuite d'autres parlements anglais, le Parlement anglais, les États-Unis, qui ont ensuite pris ce risque en considération. Donc cet événement a vraiment été un fait qui a bouleversé complètement. Il y a 2 périodes, avant 1994 et après 1994, et c'est à partir de là qu'on s'est même dit qu'il fallait peut-être aller voir ces objets, décider des missions spatiales pour aller les rencontrer, pour mieux caractériser l'ennemi qui pourrait éventuellement nous menacer. En 1996, la NASA mit en orbite une fusée Delta II autour d'une astéroïde proche de la Terre. L'astéroïde, de 33 km de long et 13 de large, est appelé Eros.
En février 2000, le vaisseau tournait en orbite à 200 km d'altitude autour d'Eros. Les cratères racontaient parfaitement l'histoire violente d'Eros et de ses impacts avec d'autres astéroïdes. Les scientifiques peuvent aujourd'hui affirmer que l'astéroïde est vraisemblablement un fragment d'un plus gros corps originel qui s'est désintégré dans un lointain passé. Le 12 février 2001, le vaisseau commença sa descente. Nous sommes en piste pour un atterrissage normal dans environ 4 minutes. Le vaisseau Shoemaker est sain et sauf à la surface d'Eros et il envoie toujours des signaux. C'est la première fois que les États-Unis ont un vaisseau capable d'atterrir en douceur sur un autre corps du système solaire. Nous sommes tous très heureux. Ce qui était intéressant, c'était les photographies incroyables des cratères d'Eros et l'observation de la répartition des matériaux projetés. Les modélisations de ces impacts nous révèlent la vie secrète d'une astéroïde proche de la Terre et nous aident aussi à comprendre comment une collision à 256 millions de kilomètres de distance peut nous affecter ici, sur Terre. Dans un laboratoire, nous pouvons simuler les conditions d'impact entre les astéroïdes et la ceinture d'astéroïdes principale où ils se heurtent à une vitesse extrêmement élevée de 18 000 km/h. Et la conséquence d'un tel impact est extrêmement violente. L'astéroïde se partage, se désintègre et des fragments sont éjectés comme des mondes avec très peu de gravité. Finalement, ils trouvent leur chemin dans le système solaire et tombent sur Terre, comme les météorites. Le problème, c'est que nous n'avons pas de moyens de défense contre les astéroïdes tueurs. Ce que nous avons, ce sont des télescopes. Pour découvrir et surveiller ce que l'on appelle les géocroiseurs, des objets proches de la Terre. Au moins 1 millier d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre approchent et croisent l'orbite de la Terre et n'importe lequel d'entre eux pourrait causer un désastre terrible. 90% d'entre eux pourraient être repérés avant 2009. Mais est-ce que cela peut nous aider? Alors maintenant, supposons qu'un tel objet arrive sur nous, que nous détections un impact. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Ça dépend de quand nous le prédisons. Si c'est pour demain, on ne peut rien faire. Je dirais même que si c'est pour dans 10 ans, on ne peut pas faire grand-chose. Il faudra à peu près 20-30 ans pour développer des méthodes, des mesures, disons des instruments qui permettraient éventuellement de faire quelque chose. Je dis bien éventuellement parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on peut faire. Nous avons des idées, nous pensons que nous pouvons le dévier, mais on n'a jamais essayé. À Boulder, Colorado, dans un bâtiment plutôt ordinaire, Ball Aerospace fait quelque chose d'extraordinaire. La construction du vaisseau Deep Impact pour la NASA. Les scientifiques connaissent la surface d'une comète. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qu'il y a en dessous. Et si une comète limitrophe de la Terre nous menaçait, cette information serait indispensable. Aussi, le 4 juillet 2005, le vaisseau spatial va envoyer un projectile sur une comète appelée Tempel 1, qui se trouve à précisément 80 millions de kilomètres de la Terre. Si tout se passe comme prévu, un cratère de la taille d'un terrain de football découvrira alors l'intérieur de la comète. Retour sur Terre. Dan Durda essaye aussi d'éviter Armageddon d'une manière moins violente. Comme toujours, il y a quelques problèmes mineurs à résoudre. Une chose à laquelle on pourrait penser, c'est chercher à détruire l'astéroïde avant qu'il n'ait eu le temps de heurter la Terre. Le problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas la composition de l'intérieur des astéroïdes. Nous savons que certains astéroïdes sont des monolithes de roc, représentés ici par cette sphère en plâtre. D'autres sont, d'après nous, constitués d'amoncellements de fragments d'astéroïdes fixés ensemble du fait de leur propre gravité.
Leur structure est donc sûrement plus rugueuse et poreuse, donc comme ce modèle-ci. Si vous essayez de briser ces astéroïdes, disons en envoyant une arme nucléaire, quelle pourrait être la réponse? Essayons de simuler ceci avec notre arme nucléaire. Bon, il s'est cassé, il y a des fragments. Et au lieu d'avoir un gros astéroïde en route vers la Terre, nous en avons obtenu plusieurs petits. Malheureusement, l'impact sera le même. Donc, l'énergie totale qui atteindra la Terre sera la même. Nous sommes toujours en danger. Et pendant ce temps, l'autre astéroïde poreux reste intact. Nous n'avons pas eu d'effet sur lui. Il est toujours dans sa course vers la Terre. Nous n'avons donc rien résolu. Nous avons essayé de penser à des moyens plus efficaces pour nous préserver de l'impact d'un astéroïde. Nous avons étudié un nouveau concept avec le projet B6-2. Nous ne voulons pas détruire l'astéroïde, mais des dizaines d'années avant qu'il n'arrive, nous essayons d'atterrir sur l'astéroïde et très doucement de l'écarter de sa trajectoire. Cela ne nécessite pas de changer de beaucoup sa vitesse. Après avoir déplié ses panneaux solaires, alors qu'il est en orbite autour de la Terre, le vaisseau sera propulsé par un réacteur à fission nucléaire. S'accrochant à l'astéroïde, les moteurs du vaisseau produiront une poussée qui durera 3 mois, soit un temps assez long pour détourner l'astéroïde d'une orbite coupant celle de la Terre. En à peine 4 siècles, l'homme est passé de la crainte des corps célestes maléfiques jusqu'à les accompagner dans l'espace et les détourner de leur trajectoire dans le système solaire. Alors que nous cherchons à préserver notre avenir, l'exploration spatiale nous entraîne plus avant vers ce qui est peut-être notre plus grand défi: retracer les premiers instants de l'univers et découvrir le mystère de la vie.